Salut les managers des temps modernes. Bon, ceux qui me suivent savent que je n'hésite pas à m'attaquer à de gros sujets. Et aujourd'hui, on va parler d'un nouveau sujet qui fâche, le problème de la confiance. Car oui, en France, on semble bien être fâché avec la confiance. Cela fait des décennies maintenant que les chercheurs en sciences sociales, les hommes et femmes politiques, ont diagnostiqué ce mal bien français et qui nous distingue de la plupart des pays de l'OCDE et qui fait de la France le pays de la défiance, avec des conséquences dramatiques sur notre prospérité collective et sur le bon fonctionnement de notre société. Et pourtant, il est possible de transformer notre pays en un vaste espace de confiance et de développer massivement la coopération entre nous. Une utopie pour nos rêveurs? Trop beau pour être vrai? Je comprends que vous soyez méfiants. Après tout, vous êtes probablement français ou française. Mais lorsque vous aurez vu cette vidéo, vous comprendrez pourquoi et surtout comment votre entreprise peut se transformer en un espace de confiance et accélérer notre transition vers un nouveau modèle de développement fondé sur la coopération. À tout de suite. Bonjour, je suis Emmanuel Ifergan et après mes études à l'école polytechnique et une première expérience au ministère de l'équipement, j'ai créé il y a 20 ans une des premières solutions de gestion de campagne marketing par email en France. En 2010, j'ai rejoint l'entreprise familiale pour y accompagner les directions financières dans le secteur du transport et depuis 2014, je développe une solution destinée à simplifier les échanges entre entreprises et entrepreneurs. Bref, cela fait 20 ans que je suis passionné par l'impact de l'innovation sur la gestion des entreprises et avec la crise historique du coronavirus, j'ai pris conscience que les entreprises ne pouvaient plus continuer à fonctionner comme avant. Nous partageons tous le même constat de défaillance générale des grandes organisations, mais nous avons trop longtemps accepté de nous y résigner. J'ai donc décidé de créer la première chaîne YouTube dédiée à la transformation des entreprises françaises parce que ça ne pouvait plus durer. N'hésitez pas à vous abonner, sans oublier d'activer la cloche des notifications pour être informé de mes futures publications. Allez, au boulot! Bon, je ne sais pas si vous savez, mais depuis 40 ans maintenant, un organisme, le World Values Survey, procède régulièrement à une enquête afin de mesurer comment les populations des différents pays du monde perçoivent des valeurs telles que la science, l'économie, la politique, la religion ou la confiance qui nous intéressent plus particulièrement aujourd'hui. Les données de cette enquête ont alimenté les travaux de nombreux chercheurs, notamment ceux de Yves Algan et Pierre Cahuc, qui ont publié 2 ouvrages de référence sur la question de la défiance en France. Et parmi toutes les questions de cette enquête, il y en a une, c'est la suivante. En règle générale, pensez-vous qu'il est possible de faire confiance aux autres ou que l'on est au contraire jamais assez méfiant? N'hésitez pas à prendre le temps de réfléchir à la réponse que vous auriez donnée à cette question. En Suède, au Danemark et aux Pays-Bas, 60% déclarent faire confiance aux autres. Suivent la Chine, la plupart des pays anglo-saxons, tels que les États-Unis et le Canada, et des pays d'Europe continentale, tels que l'Allemagne. La France, elle, se trouve en queue de peloton depuis 40 ans maintenant, puisque seulement 23% des Français déclaraient faire confiance aux autres en 1980, ce taux ayant même diminué pour atteindre 21% en 2000, loin derrière des pays bien moins riches, ou ayant même connu des guerres civiles. Et bien que cette proportion ait connu une légère augmentation pour atteindre 26% en 2018, si vous êtes en France, dans un groupe de 10 personnes, vous serez entouré de 7 personnes se méfiant de vous et de tous les autres membres du groupe, alors que si vous vous trouvez en Suède, vous serez entouré de 7 personnes ayant confiance en vous et en tous les autres. Évidemment, ce n'est pas la même histoire. Et en fait, nous ne nous méfions pas seulement des riches, des experts, des institutions, de nos employeurs, nous nous méfions d'abord entre nous. Et évidemment, ça n'est pas sans porter à conséquence, car derrière la confiance se cache en fait la question de la coopération. C'est ce que nous enseigne une théorie qui s'intéresse aux interactions entre différents acteurs placés dans certaines situations. Je parlais d'une théorie au nom particulièrement poétique, la théorie des jeux. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un cours de théorie des jeux, mais vous connaissez déjà probablement le fameux dilemme du prisonnier,
où deux prisonniers ont objectivement tout intérêt à coopérer, mais où, en l'absence de communication entre eux, ils se trahissent mutuellement et finissent donc en prison au lieu de sortir libres tous les deux. Vous connaissez probablement aussi le problème dit du passager clandestin qui se produit lorsque certains individus ne payent pas ou sous-payent un service ou une ressource produite par la collectivité, dont pourtant ils bénéficient, ce qui entraîne une dégradation de la qualité de ce service ou de cette ressource pour tous. Et vous les connaissez bien parce que dans l'entreprise et dans les grandes organisations en général, nous sommes confrontés en permanence à ces deux cas d'école de la théorie des jeux et qui sont à l'origine des lourdes procédures déployées par les entreprises afin de contrôler et de réduire l'autonomie de leurs collaborateurs. Je vous en ai d'ailleurs déjà parlé dans ma vidéo sur la bureaucratisation. Et par conséquent, l'enjeu économique lié à cette question de la confiance est donc évidemment immense. Et pour reprendre les termes d'un économiste, on peut soutenir qu'une grande part du retard dans le monde peut s'expliquer par un manque de confiance mutuelle. C'est la raison pour laquelle, depuis 70 ans, beaucoup de chercheurs se sont intéressés à l'origine de nos comportements coopératifs, afin de comprendre comment et par quel mécanisme un groupe d'hommes et de femmes parvenait à se faire mutuellement confiance, alors qu'individuellement, rien ne les prédisposait à le faire deux à deux. En d'autres termes, comment amorcer le cercle vertueux de la confiance en partant d'une situation initiale de défiance. Et jusque dans les années 90, ce problème était essentiellement abordé d'un point de vue classique, en termes de coût-bénéfice. Il s'agissait de mesurer l'impact de subventions ou d'incitations financières sur notre propension à adopter des comportements coopératifs. Mais depuis quelques années, les recherches se sont progressivement orientées vers des notions beaucoup moins évidentes, telles que l'observabilité de nos comportements ou le concept de réciprocité indirecte. Une expérience particulièrement intéressante menée par l'équipe de coopération appliquée du MIT vous permettra de comprendre ce dont il s'agit. Dans cette expérience, des milliers de Californiens se sont vus proposer par la compagnie d'électricité locale de volontairement restreindre leur consommation d'énergie afin de réduire les risques de coupures collectives. Et alors qu'une partie de ces Californiens se voyaient proposer de participer à ce programme en laissant leur nom et leur prénom dans une affichette placée dans le hall d'entrée de leur immeuble, une autre partie se voyait proposer de participer à ce même programme dans les mêmes conditions en laissant simplement une information non nominative telle que leur code client, par exemple. Et les résultats de cette expérience, menée en conditions réelles et non en laboratoire, ont montré qu'en mettant ainsi subrepticement en jeu la réputation personnelle des participants, ont multiplié par 3 l'adoption de ces comportements coopératifs par rapport à des stratégies classiques d'incitation financière ne reposant pas sur ce levier de réputation. En d'autres termes, pour développer la coopération, il est plus efficace de s'appuyer sur le réseau complexe de nos interactions sociales plutôt que sur une approche simpliste de récompense ou de sanction. Et de façon analogue, la confiance repose bien sûr sur l'adoption de pratiques vertueuses au niveau individuel, mais aussi et surtout sur la communication et la circulation de ces pratiques au niveau du groupe. Cela explique probablement pourquoi de plus en plus d'entreprises adoptent une communication toujours plus citoyenne, engagée, socialement responsable, écologique, pour répondre aux attentes de cohérence, de transparence des nouvelles générations, les fameux millennials, attentes amplifiées par les réseaux sociaux qui mettent à nu le moindre écart entre pratique et discours. Car il n'y a désormais plus de jardin secret, ni pour les entreprises, ni même pour les individus, aux grandes dames des anciennes générations, dont je fais probablement déjà partie, qui regardent avec circonspection les plus jeunes faire si peu de cas de leur vie privée en s'exposant sur les réseaux sociaux. Nos pratiques de consommation, elles aussi, sont de plus en plus exposées. Nous n'hésitons plus à acheter ou vendre des biens d'occasion, parfois très personnels, avec tous les risques de qualité et de sécurité liés aux transactions entre personnes anonymes. Bref, cette transparence, cette confiance généralisée semble bien être une tendance de fond, et peut-être ceci explique-t-il la forte remontée de 20% à 26% du taux de Français faisant confiance aux autres, observé entre 2000 et 2018, mais qui nous laisse toujours très loin derrière nos voisins occidentaux.
Alors comment les entreprises et les organisations, qui sont généralement dirigées par des personnes ayant grandi dans une société de défiance, peuvent-elles se préparer à cette bascule dans cette nouvelle ère de coopération et de confiance? La clé, selon moi, c'est de bien comprendre que l'émergence de la confiance ou de la coopération est d'abord liée et conditionnée à la structure des systèmes et des protocoles d'échange mis en jeu, bien plus qu'aux individus eux-mêmes. Ce n'est d'ailleurs pas nouveau, ni même spécifiquement humain. Des recherches récentes portant sur l'analyse systématique et exhaustive de plus de 5000 espèces d'oiseaux ont montré que la capacité à chanter en chœur qu'ont certaines espèces était généralement observée lorsque ces espèces vivaient sur un territoire bien délimité ou étaient capables de former des relations de longue durée par-delà les cycles migratoires. Le chant des oiseaux serait donc ainsi lié au renforcement de pratiques coopératives pour ces espèces. Allez, avouez-le, ça vous fait sourire cette histoire de chant des oiseaux sur une chaîne dédiée à la transformation des entreprises, non ? Arrêtons-nous justement sur ce sourire. Savez-vous que nous sommes capables de détecter avec un très fort taux de réussite lorsqu'un sourire est sincère ou factice ? C'est d'ailleurs un mystère de l'évolution qui semble avoir conservé, voire même développé, des mécanismes involontaires qui trahissent nos émotions et nos intentions les plus intimes, ce qui semble pourtant a priori plutôt handicapant du point de vue de la théorie de l'évolution. Eh bien, d'après une étude de la Toulouse School of Economics, la sincérité, même, voire surtout lorsqu'elle est involontaire, pourrait avoir été sélectionnée par l'évolution afin de nous permettre de nous faire confiance en disposant d'un signal authentique difficilement falsifiable. En d'autres termes, la sincérité serait une réponse au fameux problème du passager clandestin et au non moins fameux dilemme du prisonnier dont je vous parlais tout à l'heure. Plus près de nous, l'émergence des religions au néolithique pourrait être une réponse à l'agrandissement des communautés humaines pour créer un espace de confiance dépassant les limites de la cellule familiale ou tribale. Selon cette interprétation, les mythes et croyances auraient ainsi permis de favoriser des comportements altruistes en plaçant les individus sous la surveillance d'êtres surnaturels. Quant aux rituels, ils seraient autant de vecteurs de réputation permettant aux membres du groupe de rendre observable leur participation et leur adhésion à ces normes de comportement partagées. Et enfin, le fait que certains de ces rituels, tels que les sacrifices ou les restrictions de toutes sortes, soient coûteux pour ceux qui les pratiquent, permettrait de réduire le risque de falsification de ces signaux par d'éventuels passagers clandestins qui tenteraient d'abuser de la confiance du groupe. Plus tard, l'apparition de la monnaie et de la justice aurait quant à elle permis de matérialiser et solder les dettes, de gérer les conflits et plus généralement de faciliter les échanges, la mémoire collective ne suffisant plus à gérer les dettes d'un trop grand nombre d'individus. Avec évidemment au cœur du fonctionnement de la monnaie et de la justice ces mêmes notions de fiabilité, d'authenticité et d'observabilité permettant de répondre aux problèmes du passager clandestin, ce qui expliquerait en outre les similitudes observées entre terminologie religieuse et terminologie monétaire et juridique dans de nombreuses civilisations. Bref, ce que ces récentes découvertes sur le chant des oiseaux, sur le sourire humain, sur la religion, sur la monnaie ou la justice mettent en évidence, c'est que la confiance est d'abord une affaire d'institution visant à résoudre le fameux problème du passager clandestin et le non moins fameux dilemme du prisonnier afin de libérer le potentiel de coopération d'un groupe. Et évidemment, votre entreprise peut mobiliser à son profit ces mêmes mécanismes pour résoudre ce même problème du passager clandestin et ce même dilemme du prisonnier qui constituent les principaux freins à son développement. Ça vous paraît encore nébuleux ? Vous allez voir, ça n'est pourtant pas sorcier. Tout d'abord, il me semble important que les dirigeants prennent conscience du coût désastreux de la méfiance généralisée dans laquelle nous baignons. Faire confiance est une expérience gratifiante tant pour celui qui accorde sa confiance que pour celui qui en bénéficie, parce que nous dépendons des autres.
Le très haut niveau de corrélation, près de 71%, observé dans les données du World Value Survey entre niveau de confiance interpersonnelle et niveau de bonheur perçu, est particulièrement significatif de ce point de vue. Et si bien sûr votre entreprise doit se prémunir contre les risques, les fraudes, les abus de confiance de toutes sortes, cela ne doit pas se faire au détriment du plus grand nombre, à l'intérieur comme à l'extérieur de votre entreprise. D'ailleurs, si vous pensez pouvoir contribuer à diffuser cet état d'esprit, n'hésitez pas à partager dès maintenant cette vidéo. Ensuite, et je sais que c'est contre-intuitif pour beaucoup, il me semble important de déplacer la question de la confiance à l'extérieur de l'organisation. Beaucoup de dirigeants d'entreprise, dont probablement la vôtre, vivent encore dans un schéma classique dans lequel l'entreprise est perçue comme un espace de confiance au sein duquel ses collaborateurs évoluent sans coût de transaction, isolés d'un environnement hostile avec lequel les interactions se font avec des coûts élevés de transaction. Or, nous savons tous très bien que c'est probablement l'inverse qui est le plus exact dans les grandes organisations où les luttes d'influence, les choses trapes vont bon train et sont à l'origine de nombreux problèmes de confiance entre équipes et direction. Et il est donc paradoxalement bien plus difficile d'agir sur la confiance à l'intérieur de votre organisation, en particulier lorsque celle-ci est ancienne ou importante, que de développer la confiance à l'extérieur de l'organisation, car elle se diffusera ensuite sans effort à l'intérieur. Mais pour gérer ses prestataires et ses fournisseurs, votre entreprise doit s'appuyer sur des protocoles et des processus conçus pour être partagés le plus largement possible avec son écosystème. Exactement de la même manière que pour se prémunir contre tout risque d'abus de confiance de la part de passagers clandestins, le chant des oiseaux et le sourire humain constituent des mécanismes partagés avec l'ensemble du groupe. C'est la façon la plus efficace et la plus élégante de répondre à la fois aux impératifs d'agilité et de sécurité, mais cela suppose un système conçu pour favoriser la coopération entre les différentes parties prenantes ayant à cœur de préserver une relation équilibrée et fluide pour tous. Car pour véritablement créer ce choc de confiance à l'extérieur comme à l'intérieur de votre entreprise, la qualité de votre système de gestion doit être mesurée non pas en fonction de son exhaustivité ou de telle fonctionnalité, mais en fonction de l'expérience qu'elle offre aux plus petits et aux plus insignifiants de vos fournisseurs ou de vos prestataires. Dit autrement, il s'agit de rendre bienveillants vos processus de gestion et nous savons tous que nous en sommes bien loin. En fait, de la même manière que la monnaie et la justice ont émergé pour répondre au problème de l'extension des groupes humains au-delà de quelques centaines de personnes, il est temps que votre entreprise dispose d'un système permettant à tous ses collaborateurs, salariés ou non, de définir des budgets, d'engager des dépenses et d'effectuer des règlements, le tout dans un cadre de gestion sécurisé mais indépendant de votre système de gestion centralisé actuel. Cela signifie que ce système doit être conçu pour gérer un très grand nombre de relations d'échange, mais aussi que chacune de ces relations soit totalement contrôlée et respecte les meilleures pratiques de gestion par construction. Cela signifie aussi de moderniser vos méthodes de contractualisation pour ne pas étouffer vos services juridiques, mais j'y reviendrai dans de prochaines vidéos. Ça vous fait peur? C'est normal. On a toujours peur face à l'inconnu, mais on se rend souvent compte, petit à petit, que ce n'était pas si monstrueux que ça en avait l'air. D'ailleurs, mon entreprise, Weova, a une solution qui a été précisément conçue pour cela. Vous pouvez la déployer rapidement et sans impact sur votre budget ou votre organisation. Voilà comment, en s'ouvrant vers l'extérieur et en partageant ces processus de gestion, votre entreprise peut transformer son écosystème en un véritable espace de confiance et contribuer à ce qu'enfin en France, nous nous fassions confiance les uns les autres. Alors, si vous partagez ce constat, je serai évidemment ravi d'en discuter avec vous et de contribuer, à la mesure de mes moyens, à transformer votre entreprise pour la rendre plus rapide, plus agile, plus ouverte. Pour cela, c'est simple, il vous suffit de me contacter sur LinkedIn en cliquant sur le lien ci-dessous et nous conviendrons ensemble d'un créneau de 30 minutes durant lequel j'identifierai avec vous les principaux leviers qui vous permettront d'avancer rapidement et concrètement dans cette voie. Mais n'attendez pas,
N'oubliez pas que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. À très vite.